Bienvenue sur ce débat de la mi-journée. Nous parlons aujourd'hui du rôle des adultes dans la prévention des violences en milieu scolaire. Un phénomène en pleine recrudescence dans les établissements du pays. Et pour en débattre, je reçois sur ce plateau M. Jean-Claude Esson. Il est président de l'association des parents d'élèves du lycée technique Omar Bongo et Mme Rita Midza, qui est psychologue clinicienne. Bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Ce sujet défraie la chronique, comme vous le savez. Cette année, comme les années antérieures, on a pu voir des vidéos qui n'ont pas forcément dénoncé, parce que ce n'est pas forcément l'intention des personnes qui les ont publiées, mais qui ont montré au grand jour certains comportements que des élèves ont au sein et même en dehors des établissements. Monsieur Esson, en tant que parent d'élèves, est-ce qu'on peut d'abord essayer de définir un peu, sans être un expert forcément, qu'est-ce qu'on appelle les violences en milieu scolaire pour que les Gabonais qui nous regardent comprennent de quoi on parle? Merci. D'abord, je vous remercie de la considération par les adolescents en tant que président du lycée technique et tout. Et vous savez, dans un premier temps, de vous rappeler que le parent d'élève que je suis d'abord c'est-à-dire un éducateur de l'enfant. Parce que le rôle du parent d'élève, les parents d'élèves sont les éducateurs. Les premiers éducateurs des enfants sont d'abord nous, les parents d'élèves. Parce que l'éducation part d'abord de la cellule familiale, afin qu'ils soient le plus intégrés, c'est-à-dire l'environnement scolaire. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire, lorsqu'on parle un fait de violence, c'est-à-dire lorsque vous violentez quelqu'un, que ce soit psychologique, verbal et au-delà, c'est une forme de violence. C'est une forme de violence. Et nous disons aux enfants que, attention, l'école est un lieu d'instruction, un lieu d'apprentissage. Ce n'est pas un lieu où tout est permis. Dans chaque école, il existe un règlement intérieur. Dans ce règlement intérieur, il y a des dispositions qui sont prises pour ce genre de cas de situation. Et pour leur dire, nous les parents d'élèves que nous sommes, nous qui sommes leurs parents aujourd'hui, nous sommes passés par cette jeunesse. Si on veut tenir une jeunesse responsable, attention, la rue a toutes ces formes de tentation. Ne vous cédez pas à cette forme de tentation, à toute forme de tentation, parce que si vous choisissez le chemin, si je savais, vous savez, c'est les conséquences qui vont vous arriver, parce que si on veut construire... Je m'en fous, on arrive au regret. Et lorsque nous, les parents de nous investissons, aucun parent de lequel soit cette situation sociale ne pourrait pas dire à son enfant que voilà le comportement divin qu'il faut. Je ne pense pas. Malheureusement, les enfants sont souvent tentés avec l'influence des médias et autres, les réseaux sociaux, tout ça, où ils disent que ils peuvent peut-être poser tel acte sans pourtant en mesurer les conséquences qu'ils peuvent en découvrir. D'accord. Madame Midza, vous êtes psychologue clinicienne. Quelle est votre lecture de ce genre de comportement que des enfants qui parfois à la maison ne montrent pas ces différents signes, mais lorsqu'ils se retrouvent dans l'environnement scolaire peuvent devenir des personnes qu'on ne reconnaît pas forcément. Quelle est votre analyse de ça? Effectivement, merci déjà de me donner la parole. Je voulais juste revenir un peu sur la définition. D'accord. C'est bien de connaître un peu les termes. La violence, et comment on va aller regarder Larousse et tout, c'est l'utilisation intentionnelle de la force physique ou verbale, des menaces, des intimidations à l'encontre de quelqu'un d'autre, ou même de soi-même. On peut être violent envers soi-même. Alors, le phénomène, l'enfant a l'air calme à la maison, mais c'est lui qui filme même les violences, ou bien c'est lui qui intimide et tout. La vie, ce n'est pas le hasard. Il faut le dire clairement. Le premier niveau de socialisation d'un enfant, c'est la famille. Ensuite, c'est l'école, etc. Cette violence ne vient pas simplement de l'influence de l'extérieur, mais elle naît d'abord dans la cellule familiale. C'est très important à comprendre. Lorsque l'enfant est exposé à toute forme de violence, comme M. Esson nous disait, que ce soit psychologique, que ce soit physique, que ce soit même des agressions sexuelles, lorsque l'enfant est exposé à ça, il intériorise cette violence, même quand il est tout petit. À partir de 3 ans, à partir de 2 ans, il intériorise la violence et tôt ou tard, il vous le rendra d'une façon ou d'une autre. Et lorsqu'on s'étonne, non, il ne faut pas s'étonner, il y a eu une graine, l'enfant est comme un jardin.
lorsque vous semez intentionnellement ou pas, l'enfant va vous rendre ce que vous avez semé plus tard. Et souvent, on se dit, non, mais mon enfant, il ne connaît pas ça. Non. Il a subi des violences d'une façon ou d'une autre et il se met dans le moule des gens qui sont bourreaux des autres, ou bien des gens qui filment, ou bien des gens qui intimident, etc. Donc, ce n'est pas un phénomène anodin, en fait. Ce n'est pas par hasard que ces enfants se retrouvent en situation de violenteurs, etc. Donc, si je vous comprends bien, les enfants ne sont que la conséquence de certains comportements. C'est-à-dire que l'enfant en soi ne pose pas des actions juste parce qu'il les pose, mais en général, il reproduit un modèle. Est-ce que c'est bien ça qu'on doit comprendre? Totalement, parce que l'enfant se développe en fonction de ce que les parents lui transmettent, consciemment ou inconsciemment. Et que dire de l'éducation au quartier, dans la rue, si jamais l'enfant, si les parents ne sont pas forcément très présents et que l'enfant a la possibilité de marcher, voilà. Mais c'est ça justement. Lorsque les parents sont absents ou démissionnaires, forcément un autre relais, une autre communauté va prendre le relais de l'éducation et va inculquer à l'enfant des notions, éducation, donc. Voilà, des notions de violence, des notions de il faut braquer pour avoir, il faut etc. C'est dès que les parents sont démissionnaires, ne jouent pas leur rôle prépondérant, et l'enfant est à la merci de tout. D'accord. Monsieur Esson, vous êtes d'accord avec ce que Mme Edza vient de dire sur le fait que l'enfant reproduit le plus souvent ce qu'il voit à la maison, ou alors, parce qu'à la maison, justement, il n'y a pas l'encadrement nécessaire, donc hors de la maison, donc ce qu'on appelle l'éducation de la rue. Oui. Mais les parents d'élèves qui, après, se plaignent, qui, après, au final, est-ce qu'il n'y a pas un déni de responsabilité par rapport à ce que les enfants font à l'école de la part des parents? Je tiens d'abord à vous préciser, c'est-à-dire lorsque l'enfant grandit dans la cellule familiale, il faut d'abord identifier un peu, il s'agit de quel genre de famille. Une famille mixte, recomposée, et autres, etc., etc. Parce que ce que nous connaissons dans nos ménages et autres là, il peut arriver si la famille c'est une famille recomposée. Moi, en tant que monsieur Esson, j'avais déjà fait mes enfants hors du mariage et j'ai accepté X comme épouse qui amène aussi ses enfants. Le plus souvent, il y a souvent un peu c'est-à-dire où c'est madame à la maison qui n'apprécie pas parfois mes enfants qui sont à la maison. Est-ce que vous suivez? Oui. Donc ça veut dire quoi? Ils vont, c'est-à-dire quand je suis là, il a donné notre comportement, il a donné notre comportement pour montrer que vraiment il aime mes enfants, mais quand je tourne le dos, mais ils vont subir toutes sortes d'insultes, d'humiliations, ceci, voilà, parfois le père n'est pas informé. Des situations comme ça, comme je disais tout à l'heure. Et donc c'est à l'école que l'enfant montre voilà, ça. Lorsqu'il subit, c'est-à-dire l'enfant, c'est une bombe de retardement. Il va évoluer avec cette ambiance-là dans la cellule familiale. Il va grandir. Vous imaginez, c'est-à-dire lorsqu'il croise la rue, où il va recevoir encore notre éducation qui va influencer, ajouter, c'est-à-dire par rapport à ce qu'il a reçu depuis la maison, voit un peu, ces derniers-là, ce qu'on peut vous dire déjà, ne soyez pas surpris lorsque vous direz que cet enfant est violent au niveau de l'école. Ou bien il pose de tels actes, ou bien même le parent lui-même serait même surpris. Maintenant, il arrive, pour lui, des causes, nous disons parfois aussi, c'est-à-dire, tous les parents ne sont pas démissionnaires. Il faut avouer que certains parents sont démissionnaires. Ça fait l'une des causes, parce que lorsqu'il y a une démission parentale, ça fait aussi l'une des causes qui fait en sorte que ces phénomènes de violence persistent. Ça veut dire quoi? Parce que nous, quand nous grandissons, à notre époque, le fait qu'on nous a inculqué, c'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire par les enseignements bibliques et autres, parce que moi, je fais une école catholique, et lorsque vous revenez à la maison, le père va vous dire, attention, il ne faut pas voler, il ne faut jamais agresser l'autre, il ne faut jamais insulter. C'est-à-dire, on vous inculquait toutes ces notions-là, et vous grandissez avec ça. Donc, vous voyez un peu. Et ce qui nous étonne aujourd'hui, et puis bon, il faut comprendre que la société auquel nous avons vécu n'est plus la même aujourd'hui. Il faut que nous le disions. D'accord. Voilà. Vous abordez un point important. Elle n'est plus la même. Oui, parce vous parlez des religions. Et là aussi, à l'époque, l'enfant n'appartenait pas forcément moi qui étais le père de cet enfant. Vous parlez de religion. Oui. Il n'y a pas que les religions. Il n'y a pas que les religions, oui. Il y a aussi la partie traditionnelle. Tout à fait, oui. Il y avait les cultures, effectivement, tout à fait. Nous sommes des Africains. L'école est trouvée ici. Tout à fait. Madame Edza,
la psychologie aussi, justement, la discipline n'existait pas forcément telle qu'elle est à l'académie. Est-ce qu'il y a aussi un problème, on va dire, de valeur? Est-ce que c'est quelque chose que la société moderne dans laquelle nous sommes transposés et que l'Africain, dans ce rapport culturel, ne devrait pas vivre normalement? Oui, mais tout ça, c'est le résultat d'une perte de culture, de repères culturels. Ouais. Avant, au village, les familles étaient stables. Même si maman nous élevait seuls ou la grand-mère nous élevait seuls, il y avait une ceinture de valeurs qui nous gardait dans la sagesse, si je puis le dire. Mais aujourd'hui, avec la modernité, déjà, les enfants, on les fait au besoin, pas dans un cadre, on ne met pas les enfants dans un cadre. On cherche à avoir un enfant, oui, tout de suite, mais on ne pense pas au cadre. On ne pense pas comment on va nourrir, comment on va loger, comment on va répondre à tous ces besoins affectifs, de protection, de reconnaissance. Non, on ne sait pas. Mais j'ai envie de dire ainsi, hein, permettez-moi, on pond des enfants, mais on ne donne pas un cadre. On n'a pas à l'avance assuré un cadre sécurisé. Et comment est-ce qu'on peut penser ça en amont? Est-ce qu'il s'agit, pour les personnes, un couple qui décide de se mettre ensemble et de faire des enfants, ils doivent s'en référer à leurs parents, ils doivent, si eux-mêmes n'ont pas acquis les bases en question? Justement. Parce que l'enfant, il reproduit un modèle. Il faut restructurer tout ça. Et comment on y arrive? Parce que les parents sont des parents aujourd'hui. La cellule familiale telle qu'elle est au Gabon, est-ce qu'elle a encore quelque chose de générationnel? Est-ce que ce n'est pas la nouvelle génération contre l'ancienne génération avec une rupture? C'est-à-dire, est-ce qu'on repart encore vers les grands-parents, vers les arrière-grands-parents pour demander quand l'enfant était agité comme ça, comment vous faisiez? Lorsqu'il y avait des bagarres entre le père et la mère, comment on faisait? Il semble qu'il y a une rupture, monsieur Esson. Est-ce que les parents ont encore ces réflexes-là? Non, mais vous allez constater, c'est-à-dire, lorsqu'on parle, la plus forte densité de population réside dans les milieux urbains. Vous voyez un peu, c'est l'exode-là qui explique tout ça. Et vous allez constater, même nous qui sommes peut-être parents d'élèves, pas parents d'élèves, c'est-à-dire parents de cet enfant et autres-là, vous avez peut-être une nombreuse famille et autres-là, mais votre enfant ne connaît même pas votre village. Il grandit à Libreville. Est-ce que vous voyez un peu? Il ne connaît pas le corps de garde. Non, il ne connaît pas ce qu'on appelle le corps de garde. Il ne connaît pas les codes. Je l'ai pas dit, c'est-à-dire pour lui dire, bah, écoute, les vacances sont arrivées, nous devons aller au village, comme ça s'est passé par le passé. Comment c'est ça qui est déjà à ce niveau-là. Là, on ne peut pas tout de suite connaître les enfants, c'est nous, les parents, comme vous disiez tout à l'heure, nous avons un rôle fondamental à jouer. Nous-mêmes, nous avons abandonné nos villages, il faut le dire, c'est pas nombreux ont abandonné le village, parce que c'est par le village qu'il faut avoir ces notions de culture et autres, tout ça, machin. Savoir, attention, quand vous êtes en face de vous, vous avez votre aîné, vous devez adopter tel comportement. Et puis, il faut dire au village aussi, l'enfant n'appartenait pas à monsieur et soeur que je suis. L'enfant, c'était pour l'enfant de tout le village. De tout le monde. Je peux le réprimenter, même quand à votre absence. Oui. Or, aujourd'hui, tenter avec l'argent du voisin, vous allez dire, mais attends, j'attends ce monsieur-là, de quel droit s'est permis pour réprimander mon enfant. Le thème de cette émission, c'est le rôle des adultes. Parce que ce n'est pas uniquement les parents. On considère que la société, c'est un tout. Et justement, en parlant d'adultes, Madame Medza, dans l'établissement, on est censé avoir des surveillants. On est censé avoir un surveillant général, comme nous, quand on était plus jeunes. On avait peur, parce que si jamais vous vous trouvez en situation, on peut vous exclure. Vous pouvez avoir une convocation, et 3 convocations, c'était l'exclusion. Il y avait des systèmes qui étaient mis sur pied. Mais là, par exemple, si on prend le cas de la vidéo qui a défrayé la chronique il y a quelques jours, c'est dans une salle de classe. On suppose aux heures de cours. Comment on peut arriver là? Quelle est la défaillance? Les conseillers d'orientation, les surveillants, est-ce que le système a failli? L'autorité parentale, de façon générale, est en plein déclin. Ça commence au niveau de la famille. L'autorité parentale n'existe pas. Les enfants transposent ça à l'école. Et même lorsqu'un surveillant ou un professeur vient pour user de son autorité, ils sont souvent défiés par ces enfants-là. Ils sont intimidés même, menacés, insultés par ces enfants. Et donc, eux, ils veulent garder leur bout de pain, bien leur santé mentale. Donc, ils préfèrent ne pas s'en mêler. Cela s'ajoute... Ils tournent le dos. Oui, cela s'ajoute et puis aussi le fait qu'on n'ait pas appris aux nouvelles générations à se faire respecter.
Et là, on repart encore dans les valeurs culturelles. Comme on disait, on respectait les aînés. Dès que quelqu'un était plus grand que soi, même si on ne le connaissait pas, on se taisait devant lui. On pouvait nous gronder en pleine rue. Un grand pouvait nous gronder alors qu'on joue sur la rue. Il ne nous connaît pas. Et on s'exécutait. Aujourd'hui, essayer de le faire. Donc, c'est presque... vous allez essuyer des insultes, etc. Donc, la dégringolade de l'autorité parentale s'est faite à tous les niveaux, jusqu'au censeur, au proviseur. Et cela s'ajoute au fait que les adultes eux-mêmes ne grandissent plus, ne sont plus matures. Comment ça, ne grandissent Quand plus? je dis, oui, ils ne grandissent plus, ce sont de grands enfants qui n'ont pas aussi... C'est pas parce que quelqu'un a 40, 45 ans qu'il se comporte bien devant les élèves. Non. Eux aussi, ils ont du mal à gérer leurs émotions, ils ont du mal à avoir la maîtrise de soi, ils ont du mal à gérer ce qui sort de leur bouche, et on les confond aussi à des jeunes, et les jeunes ont du mal. Ils ne trouvent, il n'y a pas de repère, ils n'arrivent pas à s'identifier à quelqu'un. Si je vous écoute bien, les jeunes sont juste le miroir, en fait, de ce que la société est, de ce que les parents ils sont victimes. Mais monsieur Essone, c'est des victimes qui ont grandi. C'est des victimes qui ont grandi. En âge. Les parents. En âge, donc, traversé la période. Voilà. Mais monsieur Essone, on parle des violences en milieu scolaire. Il n'y a pas que la violence entre élèves. Il y a aussi des enseignants, malheureusement. Non, il n'y a pas qu'entre les élèves. Il y a aussi des enseignants. C'est-à-dire, ça peut être l'élève vers l'enseignant, l'enseignant vers l'élève, et l'enseignant vers l'enseignant. L'enseignant vers l'enseignant. Est-ce qu'on peut classer dans cette catégorie les moyens sexuellement transmissibles? Ben oui. C'est-à-dire le fait qu'un enseignant utilise on va dire l'ascendant qu'il a en tant qu'enseignant pour réclamer des faveurs sexuelles. Mais pour ça, ils font la promotion de leur moyenne. Vous savez, quand il y a un trimestre, surtout nous sommes au trimestre, bientôt ça va... Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que ça a des conséquences sur les enfants? Monsieur, c'est ce qui fragilise justement l'autorité parentale. Lorsque, je veux le dire crûment, lorsqu'un élève a vu la couleur de votre slip, comment elle va vous respecter? C'est fini. Comment? Si elle sait, elle sait que sa copine est sortie avec le proviseur, comment elle va vous voir? Et quand vous allez venir tonner, mais elle connaît votre nudité, elle a dit ça à ses copines. Tout à fait. Et donc, la personne âgée... Votre autorité est cassée. Non, c'est cassé. Totalement. Et les enfants ne se font plus d'illusions, ils connaissent le dessous des tables. Donc, comment on va instaurer un semblant de respect? Comment un proviseur ou un prof qui est sorti avec son élève va venir instaurer la discipline, le respect devant sa copine qui parle en classe? D'accord. Mais monsieur Essone, je veux revenir à vous. Vous êtes quand même une structure importante. Tout à fait. Lorsqu'il y a des déviances, au niveau des enfants, vous gérez à la maison. Ça, on peut le comprendre. Vous prenez vos enfants à la maison, vous essayez de restaurer ce qu'il faut restaurer. Mais lorsqu'il s'agit d'enseignants, lorsqu'on a des enseignants qui sont déviants, que ce soit par le rapport sexuel avec les élèves, des violences envers les élèves, parce qu'on avait des enseignants qui frappent les élèves. Le harcèlement sexuel. En milieu scolaire. Comment est-ce que des parents d'élèves peuvent réagir afin de pouvoir aider? Est-ce qu'on doit juste enlever l'enfant et le mettre dans un autre établissement en espérant que ça ne se reproduise pas? Ou on peut avoir, il y a des moyens peut-être, des processus légaux, des mécanismes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Mais ce qu'il y a de faire, c'est-à-dire, si un tel cas se produit dans un établissement, parce que la plupart des établissements, ils ont la situation des parents d'élèves. Mais c'est le rôle des associations des parents d'élèves. Quand il y a ces cas de figure. Donc on reporte, on va vers l'association des parents d'élèves. Saisir l'association des parents d'élèves, et c'est l'association des parents d'élèves qui va saisir de manière officielle le proviseur pour ce genre de cas de figure. Est-ce qu'on peut aller vers la mairie, ou vers le ministère de l'enseignement, le ministère de l'éducation? C'est flagrant, c'est-à-dire, quand on le fait, c'est-à-dire, il faut quand même qu'il y ait des... Parce qu'on ne peut pas faire l'omelette sans casser les jeux. Parce qu'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un rapport qui remonte au niveau du ministère et après on convoque l'enseignant. Oui, mais on convoque les parents parce que, oui, il faut que, dans ce temps-là, il faut que les dispositions soient prises en matière de sanctions, tout ça, pour aller à l'endroit de ces anciens qui se comportent de cette façon-là. Parce que même le harcèlement, je crois que c'est un délit aussi, le harcèlement. D'accord. Mais ça, c'est dans le cas du harcèlement, dans le cas où l'enfant, l'élève est consentant. Consentant. Là, ça va dans un autre cadre.
Ce n'est plus entre monsieur et il y a la l'élève. déontologie, normalement, qui devrait empêcher qu'un enseignant ait des rapports avec son élève. C'est légion, les enseignants qui ont des relations avec les enfants. C'est légion. Pourtant, c'est interdit par l'éthique professionnelle en milieu éducatif. N'est-ce pas, monsieur Esson? Ce n'est pas encouragé. On n'encourage pas des enseignants à avoir des relations avec des élèves. Non, mais vous, parents d'élèves, quand vous apprenez ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire en laisse? Non, comment laisser ce genre de... Justement. Parce que les comportements violents, qu'on décrit là... On peut comprendre, c'est-à-dire, c'est des comportements violents, ça c'est... Il y a plein d'origines et l'encadrement... L'encadrement, tout à fait. D'accord. Comme je disais, nous ne sommes pas dans une société où tout est permis. Hein. C'est quand même la société fait des lois et dispose de généralisé. Un laxisme, que ce soit vous êtes psychologue. En fait, est-ce que le pays est malade? Est-ce que c'est tout le pays qui est malade, madame la psychologue? Nous sommes dans la 5e République. Vous savez, nous sommes dans la 5e République. Je voulais rebondir sur... pour le phénomène de violence, il faut essayer un peu de remonter un peu vers la source. En fait, c'est un phénomène, quand on parle de ce phénomène, pourquoi ce phénomène persiste jusqu'à ce jour dans l'établissement, que ce soit hors d'établissement, il n'y a pas que dans l'établissement. Hein. Je disais, il faut identifier les facteurs. Il y a les facteurs scolaires, il y a les facteurs extrascolaires et les facteurs individuels. Vous avez regardé un peu pourquoi ce phénomène persiste dans l'établissement. Il faut ressortir qu'il y a une crise des valeurs morales, comme je disais tout à l'heure. Il y a une crise des valeurs morales. Ça ne concerne pas au niveau des adultes, parce que ces enfants qui sont en perte de vitesse, la jeunesse en perte de vitesse, mais c'est nous les adultes qui devons encadrer cette jeunesse-là. Il y a aussi la télévision, il y a tout ça. Il y a tout ça. C'est-à-dire, comme vous êtes, il faut que, c'est-à-dire, nous incitons sur la promotion de nos cultures, de nos valeurs traditionnelles. Ça, c'est clair et net. Oui, mais ce qui revient la culture occidentale, ça, c'est une culture occidentale. Est-ce que vous voyez un peu? Nous avons nos valeurs en nous. Et quand il y a ces valeurs, c'est-à-dire il faut que dans des programmes, comme le ministère a commencé aussi, c'est ces notions qu'il faut mettre à la base. Le ministère a commencé non, c'est-à-dire, je crois que les notions, ils sont à revoir sur le curriculum, ce qui concerne un peu les maîtres, c'est-à-dire les valeurs culturelles. Oui, c'est important, c'est dans les curriculums. En les effet, enfants. Le ministère de l'Éducation compte mettre l'accent dessus. Oui, il faut mettre l'accent dessus. Parce que dès le premier, il faut que l'enfant soit déjà, c'est-à-dire, instruit bien, qu'il y ait des apprentissages sur la culture, sur nos valeurs traditionnelles. Avec le patriotisme, le respect de l'autorité. C'est très important. Tout à l'heure, je l'ai dit sur un ton ludique, mais vous avez parlé de grands enfants, d'adultes qui sont toujours des enfants. Et c'est eux qui ont fait des enfants. Oui, qui forment d'autres enfants. Qui forment d'autres enfants. Et qui forment d'autres enfants. Mais qui eux-mêmes, peut-être, n'ont pas guéri les blessures qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes. Et on sait que le noir, en général, moi, je me rappelle, quand j'étais à l'université, au département de psychologie qui était à côté, on disait que c'était des chômeurs. Parce qu'on disait que les noirs ne vont pas vers les psychologues, parce qu'on ne veut pas exposer nos problèmes. Et on a donc toute une génération, 3-4 générations de personnes qui n'ont jamais traité leurs blessures. Quelle est votre interprétation? C'est justement ça. Le noir ne peut pas se soustraire au fonctionnement de l'homme, de l'humain. Nous sommes humains, nous ne sommes pas des extraterrestres. Nous avons des affects, nous avons des sentiments, des émotions, nous ressentons la vie à l'intérieur de nous. Et l'extérieur a une incidence sur nous. Donc on ne peut pas nier cela. Même si on dit l'homme noir est fort, etc. Non. C'est pour ça que l'homme noir meurt vite. Les AVC, c'est pour ça que... Mais le psychologue de l'établissement n'est pas quelqu'un qui est très visité. Les élèves devront avoir le psychologue de façon... C'est ça, on doit faire un travail de sensibilisation et de revalorisation de cette profession-là. Parce que les gens, vous et moi, et M. Esso, nous avons besoin d'être écoutés. Parce que quand on était enfant, on nous élevait comme du bétail pour certains. On nous donnait juste à manger, à boire et puis danser. Voilà. Donc, on n'avait pas le temps de nous écouter et de nous individualiser. Vous pensez que ces enfants dans ces vidéos-là ne sont pas des enfants écoutés? Cette fille qui frappe l'autre parce que si on va la voir, si on lui fait un entretien clinique, on va se rendre compte qu'il y a des souffrances depuis la famille, depuis son enfance. On va découvrir qu'elle aussi, elle a subi des violences, mais qu'elle est interrogée, qu'elle ne sait pas exprimer, et donc, du coup, elle exprime avec de la violence partout où elle part. Nous sommes arrivés au terme. Un dernier mot, M. Esson? Non, un dernier mot, c'est une préoccupation qu'elle a. Le phénomène de violence persiste dans l'établissement.
il n'y a pas que l'établissement. Donc, nous savons déjà, il existe par le passé, parce que les dispositions de l'ancien régime, ils avaient pris des dispositions pour la lutte contre... ils avaient mis en place des mécanismes. Quand vous prenez l'arrêté 480, ça date de 2019, signé de l'ancien Premier ministre Julien Kabakal, parce qu'il y avait des mécanismes, ils avaient prévu mettre en place, c'est-à-dire dans cet arrêté, un comité de pilotage qui regroupait au moins 15 ministères avec tous les acteurs concernés, même les représentants des organismes internationaux, les parents d'élèves, tout ça. Et il y avait d'autres, c'est-à-dire il y avait un comité technique. Et là, on avait mis l'accent sur la culture. Ils avaient mis l'accent sur oui. Bon, peut-être c'est ce qu'il faut revoir, comme nous sommes déjà à la 5e République. Il faut rajouter ça. Oui, il faut rajouter ça. Ou bien pourquoi pas. Parce que ça fait déjà 20 ans, 30 ans, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, mais pourquoi ça ne marche pas? C'est ça qu'il faut. Peut-être il faut que, comme nous sommes déjà dans la 5e République, avec les autorités, il faudrait qu'il y ait des assises concernant ces phénomènes de violence en milieu scolaire, en impliquant tous les acteurs sans exclusif. Madame Midza? Moi, de mon côté, comme M. Son l'a dit, premièrement, il faut réfléchir sur comment mettre un système de transmission des valeurs culturelles et religieuses même, parce que ça sert à épanouir, à équilibrer l'être humain. Ensuite, il faut mettre des cadres où on va écouter, donner la parole et écouter les jeunes sur leurs traumas, sur ce qu'ils vivent à la maison, etc. Il ne faut pas qu'un enfant quitte de l'école à la prison, de la maison à la prison, sans passer par une case où en fait on essaie de le redresser, où on a donné une éducation émotionnelle. C'est très important. Éducation émotionnelle, gérer ses émotions. Comment gérer ça, comment exprimer sa colère sainement, comment respecter l'autre. Donc, il y a aussi un besoin de mentoring. Parce que justement, il n'y a plus de repères. Donc, il faut mettre devant des enfants, des gens qui peuvent les conduire et être des figures d'identification pour leur avenir. D'accord. Voilà, c'est merci ce que je peux dire. À vous, nous sommes arrivés au terme de cette émission qui est vraiment intéressante, en espérant bien sûr que ce que vous avez dit sur ce plateau va se réverbérer, va faire écho chez les jeunes et chez les plus âgés, en espérant qu'on n'ait pas trop de grands enfants qui nous écoutent. Je rappelle que vous êtes M. Jean-Claude Esson, président de l'association des parents d'élèves du lycée technique national de Marbongo, et vous êtes Mme Rita Midza, psychologue clinicienne. Merci à vous d'avoir été là. Merci à vous d'avoir regardé aussi ce débat du 12-15. Restez connectés sur Gabon 24. Au revoir.